Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Highway to e-commerce, les podcasts 100% experts à destination des acteurs du digital et du e-commerce. Highway to e-commerce est une nouvelle série de podcasts lancée par l'agence D&D mettant en lumière plusieurs sujets clés du e-commerce et du digital tels que le B2B, le B2C, l'expérience utilisateur ou encore la gestion de l'information produit pour ne citer que. Je suis Thibaut de l'agence D&D et on se retrouve aujourd'hui pour vous donner toutes les clés nécessaires à la création d'une expérience client optimale en e-commerce. Pour répondre à cette problématique, je peux dire que je suis très bien accompagné puisque deux spécialistes du design sont à mes côtés. Il s'agit de Guillaume et de Vilia. Salut les gars. Salut Salut Thibaut. Thibaut. Tout d'abord, très content d'être avec vous aujourd'hui pour aborder cette thématique qui est, on le sait, cruciale en e-commerce. On va apporter de nombreux éléments de réponse pour aiguiller les marchands vers des best practices à adopter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter? Guillaume, si tu veux commencer peut-être. Ouais, carrément. Donc je me présente, Guillaume Embourger. Je travaille chez D&D depuis un peu plus de 8 ans. J'ai eu la chance de commencer en tant que web designer et intégrateur. Puis l'émergence et l'évolution des technologies ont fait que le métier de web designer s'est découpé en plusieurs sous-métiers. Et du coup, j'ai eu la chance de passer UI designer et aujourd'hui lead UI designer. Très bien, ok. Pour ma part, je m'appelle Vilia, on a déjà fait quelque chose ensemble, Thibaut. Yes. Je suis le Head of UX UI Design à l'agence D&D. Ça va faire 10 ans que je bosse dans le e-commerce. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé sur la partie front sur Magento 1 puis Magento 2. Et ensuite, je me suis spécialisé, j'ai passé tout mon temps sur la partie design, enfin encore aujourd'hui. Et je pilote tous les sujets UX et UI, test utilisateur, conception de persona, interview, design system, atomic design, avec l'équipe que je pilote, composée d'UX et d'UI designer. Ok, très bien. Donc, on en a un petit peu parlé dans l'introduction de ce podcast. On va parler d'expérience client. C'est un véritable sujet d'actualité depuis quelques temps maintenant. J'imagine que c'est une demande que vous avez fréquemment lors de vos échanges avec les différents clients de l'agence. Quelles sont les attentes et les besoins des e-commerçants à ce sujet? Alors aujourd'hui, sur l'expérience client, au niveau de la CX, tu vas avoir la partie UX qui nous concerne plus côté design, avec la partie UI aussi que Guillaume connaît plus. Au niveau des demandes fréquentes, quand on va croiser des prospects, au jour d'aujourd'hui, ça va être toujours les mêmes termes. On va parler de mobile first, voilà, une plateforme qui soit conçue pour le mobile, qui soit pensée pour le mobile en premier, et puis après qu'elle soit dégradée entre guillemets, qu'elle soit ensuite responsive jusqu'au desktop. On va avoir des demandes sur un parcours intuitif, fluide, une navigation fluide assez souvent, etc. Donc c'est un peu les termes qui ressortent tout le temps dans les briefs. Mais finalement, si on va un peu plus dans le détail et au niveau des demandes récurrentes, plus en termes de business, des prospects, on va avoir des besoins d'usine à site, enfin de pouvoir déployer plusieurs sites à partir d'un même socle De corps modèle du coup. Voilà, exactement. C'est un peu plus aujourd'hui les préoccupations de nos e-commerçants qui ont plusieurs marques et qui souhaitent développer très vite leur présence sur les boutiques en ligne. Donc la partie corps modèle, on va avoir des clients aussi des prospects qui viennent nous voir et qui ont déjà une expérience utilisateur qui est convaincante pour eux, qui fonctionne, mais qui ont besoin d'améliorer les petits points de friction qui sont identifiables sur leur plateforme pour avoir quelque chose d'encore plus performant en termes de conversion sur leur site. Et sinon, Guillaume va vous en parler, il y a aussi cette volonté d'aller vite, je crois, au niveau des pages. C'est ça. Effectivement, en fait, depuis quelques années maintenant, avec l'évolution des logiciels de design, donc fini l'époque où on travaillait avec Photoshop, qui est, comme son nom l'indique, un outil de retouche photo, pour faire du design web. Aujourd'hui, on a Sketch qui s'est imposé, et maintenant Figma qui est en train d'émerger et de tout détrôner.
En fait, avec ces outils, on a la possibilité d'aller plus dans le détail, plus dans la précision, et de venir découper n'importe quelle page d'un site et dire, voilà, je veux que tel élément soit charté de telle façon, et petit à petit, de venir impacter l'ensemble d'un site e-commerce avec justement cette harmonie visuelle, ce renforcement de l'identité graphique de la marque. Et aussi, j'ai envie de dire que les clients ont ce besoin de pouvoir mettre la main sur la plateforme et de pouvoir personnaliser un peu le contenu. Donc le fait de pouvoir créer rapidement, efficacement certaines pages clés, notamment des pages CMS, en fait le client va de plus en plus le demander. Aujourd'hui, Magento permet de le faire via le Page Builder, mais on a cette demande récurrente sur des pages qui malheureusement sont beaucoup plus complexes qu'une page CMS. Ok, très bien. Du coup, on constate que c'est quand même un sujet large qui pourrait finalement tout à fait s'étendre plus loin que le commerce en ligne, enfin j'imagine. Mais si on reste focus sur le e-commerce, selon vous, quelles seraient les bonnes pratiques pour créer une expérience client optimale en e-commerce du coup? En e-commerce, j'ai envie de te dire sur la partie design, ça peut s'appliquer à tout en dehors du e-commerce, mais finalement tu vas avoir tout le temps les mêmes bases pour créer une expérience optimale. Enfin, quand on parle d'expérience client optimale, derrière il y a une expérience utilisateur qui est conçue, qui est pensée pour les utilisateurs. Donc l'une des premières choses qu'il faut avoir en tête, eh bien, c'est de connaître ses utilisateurs, savoir à qui on parle, connaître leurs besoins, leurs difficultés, leurs problématiques, pour concevoir les solutions qui sont adaptées à ces problématiques-là qu'on identifie chez nos utilisateurs, enfin nos futurs utilisateurs. Ça, c'est la première chose. Bien connaître à qui on s'adresse, notre plateforme à qui elle s'adresse. L'un des deuxièmes points qui est important, c'est qu'il faut savoir faire converger les objectifs business avec les besoins des utilisateurs. Donc là, je me mets plus du côté du e-commerçant où effectivement, c'est très important d'en savoir plus sur ses utilisateurs, de mieux les connaître et surtout de les mettre au centre des décisions. Mais en tant que e-commerçant, tu vas avoir des objectifs propres à ton business. Tu veux faire un certain CA, tu veux lancer certains services sur la plateforme. Et donc, il faut savoir les concevoir et se dire, OK, la nouvelle feature, est-ce qu'elle répond à mes objectifs business et est-ce qu'elle répond aussi à des besoins utilisateurs sur la plateforme. Donc, c'est de converger les deux et c'est là où tu vas mêler une bonne expérience utilisateur plus finalement une expérience optimale aussi pour toi en tant qu'e-commerçant parce que ça va t'apporter. Ok, très bien. Sinon, j'ai d'autres points aussi que je peux partager personnellement. C'est de tester. Voilà. C'est bien de vouloir faire évoluer son site parce qu'on a eu 2-3 feedbacks dans notre entourage en se disant ce bouton-là, il n'était pas si visible ou l'image que tu as mis sur le site, je trouve pas qu'elle soit pertinente, etc. Du coup, on parle d'A/B testing ou on parle de test utilisateur avec d'autres outils, d'autres solutions? Tu peux avoir les deux. Sur l'exemple de l'image, tu peux très bien faire de l'A/B test et avoir plusieurs segments de clients auxquels tu vas présenter plusieurs images et tu vas voir celle qui fonctionne le mieux. Et après, tu vas le faire au global et tu vas voir quelle image performe le plus. Ok. Mais tu peux très bien faire des tests utilisateurs qui sont selon le type de test qui sont plus quali, où tu vas avoir un feedback plus potentiellement plus en détail parce que tu vas avoir l'utilisateur qui va donner ses retours en direct avec les émotions, avec les remarques, etc. Donc soit tu fais de l'A/B test parce que tu as beaucoup de trafic sur ton site et c'est plus facile à faire, tu fais tourner l'A/B test pendant une semaine et tu vois les résultats. Soit tu veux quelque chose de plus quali et tu fais des tests utilisateurs vidéo. Tu peux coupler ça avec du quanti, avec des questionnaires, du sondage et vraiment avoir un maximum de matière pour faire ton choix. Okay. Mais dans les deux cas, tu peux utiliser chaque méthode. Je pense que ça dépend de ce que tu veux tester et derrière ce que tu peux mettre en place. Ok, très bien.
Sinon, c'est comme d'habitude, ça c'est un réflexe que tout le monde doit avoir, c'est toujours être en veille perpétuelle dans l'e-commerce. Surtout dans le digital, ça bouge beaucoup. Il suffit qu'il y ait une solution de paiement qui vient de sortir, qui révolutionne le tout. Je sais pas, ou une solution de personnalisation de contenu, du parcours. Il faut être vraiment à l'affût, de connaître ce qui se fait pour finalement s'imaginer, se projeter avec la combinaison parfaite qui soit adaptée à toi en tant qu'e-commerçant. Parce que il peut y avoir des combinaisons qui ne fonctionnent pas chez toi parce que c'est des besoins très particuliers, c'est une réponse très particulière à des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément les tiens. Mais voilà, sinon... ça permet de s'adapter aux nouveaux codes, aux nouvelles conventions aussi du marché, j'imagine, de toujours mettre à jour son socle technologique pour s'adapter aux besoins des utilisateurs aussi. Ouais, parce qu'en fait, les utilisateurs, ils vont potentiellement être habitués avec des nouvelles fonctionnalités, ils vont développer un nouveau comportement. Je sais pas, je peux te citer l'achat en checkout express avec PayPal. Avant, peut-être que c'était pas trop le cas. On préférait bien mettre ses coordonnées de carte bancaire, être sûr et de passer la commande. Aujourd'hui, comme on veut aller très vite, moins s'embêter à remplir un formulaire, on a un compte PayPal checkout et c'est fini. C'est préenregistré. Exactement, et ça va plus vite. Voilà, sinon, oui, après, ce qui est important pour une expérience optimale, c'est d'avoir une bonne... image de marque qui soit retranscrite sur votre site parce que c'est important qu'un client physique, qui visite votre boutique en physique, s'y retrouve bien sur votre boutique en ligne. Voilà, qui retrouve les mêmes codes et qui se disent « Ah, je suis bien sur le site de la marque que j'ai vu en boutique. » quoi. Ok, très bien. Ça me permet de rebondir du coup sur la réponse que tu nous avais donnée, Guillaume. Avant, tu nous avais énuméré un certain nombre d'outils qui permettent justement aux e-commerçants de fournir une belle expérience client. Si vous deviez citer 5 outils indispensables pour créer la meilleure expérience client en e-commerce, ce serait quoi et pourquoi ? Alors Thibaut, je vais te décevoir, je vais répondre à côté de ta question, mais ce sera en partie une réponse pour toi. Tout simplement parce que, en fait, sur l'année qui s'est écoulée, côté Team Créa, on s'est beaucoup interrogé sur la pertinence et l'efficacité d'avoir autant de logiciels pour créer, avoir une conception design d'un site e-commerce. C'est-à-dire que sur l'année 2021, on était encore à avoir un outil par besoin. Et en fait, j'entends par besoin les 5 besoins qu'on a aujourd'hui, à savoir Abstract pour l'outil de versionning qui nous permet de travailler, de mettre en place des features, etc., de faire évoluer un site et notamment de faire évoluer les maquettes. InVision pour l'outil de présentation aux clients et aussi en interne pour échanger entre designers. L'outil de design incontournable qui était Sketch sur cette année. Zeppelin pour la passation, le fameux end-off avec les développeurs. Mais également Principal pour la partie prototypage et interaction animée. Okay. Tout ça pour aboutir au final sur cette fin d'année sur Figma qui regroupe toutes ces fonctionnalités. Donc l'un des avantages à passer sous Figma, ça va être de supprimer tous ces temps de perdu liés à la synchronisation des éléments, à la synchronisation des informations. Et du coup, tout va se passer sur un seul logiciel. Et Figma est un logiciel qui est disponible cross-platform, donc on peut l'utiliser aussi bien sur son navigateur que sur un Windows ou un Mac, contrairement à Sketch qui était uniquement disponible sur macOS. Et Figma propose beaucoup de features et met en place des features en bêta, notamment FigJam qui permet de faire l'équivalence à Miro. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à Vilia pour nous parler un peu de Miro justement. Ouais, tout à fait. Guillaume, oui, c'est vrai qu'il a parlé de Figma, qui est aujourd'hui l'outil pour nous qui sert à designer les expériences. Maintenant, on a un seul outil. Avant, on avait plusieurs outils qui nous permettaient de faire ça. C'est vraiment notre outil principal pour designer des interfaces, faire des wireframes, faire des maquettes. Et comme il le disait, ils sont en train de développer de nouvelles features comme FigJam. Alors, c'est quoi FigJam ? En fait, c'est un peu l'équivalent pour ceux qui connaissent de Miro, qui en fait, le concept, c'est d'avoir un tableau blanc virtuel à disposition de plusieurs personnes.
C'est comme si on était virtuellement dans la même salle, assis autour d'une table et qu'on avait un tableau blanc et on était là avec nos post-it ou nos marqueurs à échanger entre nous, écrire des trucs sur le tableau. Ça, j'imagine que c'est quand même un atout assez conséquent pendant des périodes de confinement, pendant la pandémie. C'est des choses qui peuvent vraiment améliorer les process d'une équipe design telle que la vôtre finalement. Tout à fait. C'est même au-delà du design, honnêtement, avec le Covid, quand on a eu le Covid et qu'on était confinés chacun chez nous, la grosse difficulté, c'était en fait comment on collabore ensemble, sachant qu'on ne se voit plus physiquement, on n'est pas dans la même pièce, et que les interactions qu'on pouvait avoir quand on était physiquement dans la même pièce avec un tableau blanc, là en fait on ne peut plus le faire. Et c'est de là en fait est venu ce besoin de collaborer et de voir ce que chacun fait en live sur une interface. Et c'est là où on a trouvé Miro, qui est notre deuxième outil, voilà, pour créer une expérience e-commerce optimale, qui est notre outil pour beaucoup brainstormer. C'est là où tu vas bénéficier aussi de templates pour brainstormer. Tu vas pouvoir faire, je sais pas, des decision jam, où tu vas avoir plein de post-it à disposition de tout le monde. On va pouvoir voter, faire des choses comme ça. On peut très bien utiliser Miro pour refaire la navigation, l'architecture d'information d'un site avant même de faire des wireframes. Enfin, c'est vraiment notre outil pour se rassembler et brainstormer ensemble, travailler quand on est à distance. Et c'est cool aussi pour nous chez D&D, c'est qu'on a une équipe design qui est dispatchée sur 2 antennes. Donc une partie de l'équipe qui est sur Paris et une autre sur Lille. Et donc ça nous permet aussi de bosser à distance, comme sur Figma également. On peut designer à distance et travailler sur les mêmes maquettes en même temps. Et c'est ça vraiment le plus. Ça, c'est notre deuxième outil. Donc vraiment pour la collab. Ensuite, le besoin, et aussi ça fait partie de l'accompagnement qu'on met en place chez nos clients existants, ça va être la partie test utilisateur. On en a parlé tout à l'heure avec l'A/B test, changer une image, voir celle qui performe le mieux, qui convertit le mieux. Eh bien, le troisième outil, c'est Testapic, qui est une solution de test à distance, test utilisateur à distance, qui est très bien faite, qui répond aussi aux mêmes problématiques par rapport au Covid, donc des tests qui sont faits à distance. On peut faire des tests très rapidement. On peut lancer nos tests demain et on a des résultats à 48 heures après, alors que des tests physiques, voilà, il y a toute une organisation à faire, recruter les gens, planifier, accueillir, faire passer les tests, etc., etc. Ça demande beaucoup d'organisation, c'est vraiment plus chronophage que de faire des tests à distance avec Testapic. Sinon, il y a un autre outil, si on ne veut pas choisir Testapic, mais qu'on utilise de manière un peu plus en mode guérilla. Donc, c'est-à-dire si tu as envie de tester un truc, tu vas dans un bar, tu veux faire tester une interface à quelqu'un que tu ne connais pas, juste pour voir si ça fonctionne ou pas. Tu peux utiliser Maze Design qui te permet de synchroniser tes prototypes, que ce soit sur InVision, Figma, etc. Et tu fais tester et tu peux voir les comportements, là où ils ont cliqué, en combien de temps, ce genre de choses. Okay. Ça, c'est la partie test. Et puis enfin, le quatrième, là on est plus sur des types d'outils, parce qu'on a cité beaucoup, plus que 5 je pense. Mais sinon après, pour traquer les comportements utilisateurs, donc voir ce qui se passe sur ta plateforme, mais genre de manière très précise, là où ils ont cliqué, jusqu'où ils ont scrollé, ce genre de choses. On va s'intéresser plus à des outils comme Hotjar, Content Square. Et pour de l'A/B test, on va aller sur du Chameleon A/B-TC pour faire des tests plus rapides et faire ses choix un peu plus rapidement. Okay. Donc voilà pour les outils. Sinon, on voulait finir sur un autre outil avec Guillaume, qui est d'ailleurs en plus, on a suivi la conférence hier. Ça va être les outils de no-code
qui nous concernent, enfin, qui sont beaucoup plus dédiés aux designers aujourd'hui qu'à une cible technique. En fait, c'est les outils no-code, c'est les outils qui te permettent de, entre guillemets, développer des sites, des applis, sans savoir coder. Voilà. Okay. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce que on veut demain, en tant que designer, pouvoir développer, aller plus loin que des maquettes. On veut vraiment créer notre site de nos propres mains sans avoir codé, à taper du JavaScript, ce genre de choses pour faire des animations. Donc l'un des outils pour moi demain qui peut devenir incontournable, Guillaume est en plein dedans, ça va être les outils de no-code, potentiellement pour développer des pages CMS marketing très léchées, visuellement, avec des animations de manière très rapide, parce qu'on n'a pas à développer, et des pages qui peuvent être potentiellement éphémères, marketing. Je sais pas, tu lances un nouveau produit, tu dis je vais faire une page CMS qui claque. On peut se dire, bah, tiens, on le fait en no-code. On peut faire des choses très, très abouties sans avoir codé et qui sont faciles à faire. Et c'est même un designer qui peut créer ça. En toute autonomie en plus. Ouais, totalement. Je pense. Pour conclure cet entretien, les gars, j'imagine que vous avez mené beaucoup de projets cette année. Quel est le regard que vous portez sur l'expérience client en 2022 ? Quelles seraient pour vous les tendances qui vont se dégager et surtout, quelles sont les actions sur lesquelles il faudra miser en termes d'expérience client pour permettre aux e-commerçants de tirer leur épingle du jeu ? Alors, la vision qu'on a personnellement sur le e-commerce et surtout sur la partie design, on va avoir des besoins, je pense, de plus en plus récurrents. Et c'est le cas aujourd'hui, on a beaucoup de prospects qui nous interrogent sur ça. Et des clients qui commencent à être sensibilisés à ce genre de sujet. Tu vas voir la partie accessibilité, donc qui devient de plus en plus un prérequis, notamment pour les prospects qui souhaitent être présents à l'international et notamment aux États-Unis. Et nos clients aussi qui ont des plateformes aux États-Unis. C'est vraiment aujourd'hui un gros prérequis de s'intéresser à ça, mais plus globalement, mis à part le fait que demain une législation qui ait des lois pour rendre les plateformes accessibles, notre vision c'est finalement de designer pour tout le monde. Voilà. Peu importe ce que tu fais, que ce soit une plateforme e-commerce, que tu fasses une appli, que tu fasses du design de service pour une borne que tu trouves dans la rue, c'est de penser l'expérience et te dire qu'en fait tout le monde peut l'utiliser, peu importe sa situation, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, et peu importe sa situation de handicap, qu'elle puisse être utilisée. Nous, c'est la vision qu'on a chez D&D de designer pour tout le monde et pas uniquement, entre guillemets, pour un groupe de personnes. Ça, c'est la première chose, l'accessibilité. La deuxième chose, ça concerne l'aspect écologique, climatique, c'est de faire des plateformes éco-conçues. C'est vrai que chez D&D, c'est aussi une chose qui nous caractérise, où on est beaucoup sensible à l'impact qu'on a sur le climat de nos actions. Et sur la partie design, c'est la même chose, c'est que oui, on conçoit des sites qui sont beaux, qui sont très avancés en termes d'expérience, mais il faut aussi demain se dire que ces sites-là, ils vont avoir un impact assez fort sur le climat et que dans notre réflexe, c'est de designer des choses qui ont le moins d'impact, entre guillemets, sur le climat. Par exemple, tu vas utiliser des couleurs qui entre guillemets, génèrent, je simplifie les choses, qui génèrent moins de CO2, ce genre de choses, mais ça va être beaucoup des requêtes HTTP, on va utiliser plus des images SVG que télécharger des images PNG qui sont très lourdes, c'est ce genre de choses. Donc, dans notre vision, demain, ça va être l'aspect c'est l'impact qu'on a sur le climat, donc de designer des choses qui ont le moins d'impact. Une conception responsable. Voilà, finalement. C'est d'avoir vraiment cette
cet état d'esprit qu'il faut qu'on ait tous, je pense, pour le futur. Et ça concerne cette partie éco-responsable, effectivement. Ok. Autre point sur lequel on peut se projeter, c'est la personnalisation du parcours. Il y a pas mal d'articles de D&D qui sont sortis aussi sur comment personnaliser son parcours avec certaines solutions. On peut citer Nosto pour la personnalisation. Mais effectivement, pour nous, c'est un gros enjeu. C'est que demain, chaque utilisateur veut être un peu chouchouté, un peu avoir son personal shopper et qu'on lui recommande exactement ce dont il a besoin et ce qu'il recherche. Et ça passe par de la data, ça passe par connaître ses utilisateurs, ce genre de choses. Et puis sinon, pour ma part, après je vais laisser la parole à Guillaume parce qu'il attend depuis tout à l'heure et c'est vrai que je parle beaucoup, mais ça va être le social shopping, voilà, pouvoir acheter directement via les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on a la possibilité de le faire par exemple via Instagram. J'allais dire sur Instagram on le voit de plus en plus. On peut acheter de plus en plus sur Instagram. Ouais. Et ça va devenir un petit peu un grand axe pour le e-commerce quand on voit aussi les cibles qui peuvent être touchées par exemple sur TikTok. Après, comme d'habitude, ça pose des questions d'éthique. Voilà, est-ce que c'est éthique de pouvoir aller toucher des personnes qui n'ont pas forcément les finances pour s'acheter des produits bref, voilà. Mais ça va être une grosse brique de main du e-commerce, je pense. Ok, très bien. Concernant la partie UI, donc on va être un peu plus éloigné de l'expérience, mais l'UI en fait partie. Personnellement, je pense que Figma va clairement s'imposer comme l'outil indispensable pour designer une interface, que ce soit une interface web comme une application mobile smartphone. Il va s'imposer nettement l'année prochaine. Après, l'une des envies qu'on a aujourd'hui et demain surtout, ça va être de pouvoir proposer tout ce qu'on recommande aujourd'hui, mais pour le proposer à n'importe quel type d'e-commerçant. Et c'est pour ça qu'on va se pencher sur l'année 2022 sur le no-code pour qu'on puisse aussi proposer notre expertise à des clients qui auraient un plus petit catalogue ou qui seraient un peu novices ou qui viendraient de se créer pour que justement tout le monde puisse avoir le même niveau de qualité demain sur son site, quoi. Ça, ouais, c'est un petit peu ce qu'on veut développer. C'est pouvoir s'adresser à des clients qui ont des plus petits budgets. On aimerait beaucoup designer des plateformes pour des personnes qui lancent leur marque, voilà, qui veulent se lancer dans l'e-commerce mais qui n'ont pas les finances pour le faire, pour avoir directement un Magento. Et plus globalement, c'est aussi de diversifier nos capacités sur la partie design, sur de la conception, de la production de produits finis. C'est vrai que nous, on reste quand même sur une partie conception, et après, il y a des autres équipes qui s'occupent de produire ce qu'on a imaginé avec les différents acteurs d'un projet, sur le marketing, le SEO, les consultants, sur les solutions qu'on a choisies. Mais nous, on veut aller plus loin, c'est aller au-delà de la maquette et produire le produit, tant une application qu'un site. Voilà. Ok, très bien. Donc vivement 2022, j'ai envie de vous dire. Exactement. Ouais. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. C'était très cool. Je pense que ce qu'on s'est dit va aider beaucoup d'e-marchands. En tout cas, je l'espère. Encore merci. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux podcasts Highway to the e-commerce. Si vous souhaitez discuter expérience client et design avec Guillaume et Vilia, n'hésitez pas à les contacter via LinkedIn, le lien est dans la description, ou à partir de notre formulaire de contact sur notre site www.dnd.fr. À très bientôt.